Sud Radio Auto, essais croisés. Votre rendez-vous consacré à tous ceux qui utilisent l'automobile, et Dieu sait s'ils sont nombreux dans ce pays. Sud Radio Auto, essais croisés tous les dimanches. Chaque dimanche, nous vous faisons essayer un véhicule neuf et nous le faisons essayer à nos spécialistes que j'accueille tout de suite. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. De l'Autojournal, nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste automobile indépendant, Cédric Fréhour nous a rejoint également. Bonjour à vous Cédric. Bonjour. De petites observations automobiles et vous êtes aussi journaliste spécialisé automobile au journal Les Échos. Je crois que nous sommes bons. Aujourd'hui, nous allons essayer la Peugeot 308. Honneur à vous-même, Mélina Priam. La Peugeot 308, à qui s'adresse-t-elle d'abord ? Elle s'adresse aux familles et à tout le monde en général, à ceux qui aiment conduire. Parce que même si elle a été un peu critiquée, si elle est un petit peu moins plaisante à conduire que le précédent modèle. On prend du plaisir au volant. Oui, ça reste quand même une très très bonne voiture. Voiture familiale. Petite voiture familiale. Petite voiture familiale. Puisque, comme on en croise beaucoup d'ailleurs sur la route. Stanislas Laroumet. Familial avec des enfants qui n'ont pas de trop grandes jambes quand même. Parce que des petits-enfants, à l'arrière, couple. En fait, moi j'adore les Peugeot parce que comme le dit Mélina très justement, c'est peut-être le constructeur qui soigne le plus ses liaisons au sol, donc le plaisir de conduite avec des directions parfaitement calibrées, l'amortissement qui est impeccable. Je suis aussi d'accord avec Mélina pour dire que l'ancienne, elle faisait très bien le job et qu'elle était un régal à conduire, c'était la meilleure de la catégorie dans ce domaine. En revanche, là, elle a un tout petit peu régressé en termes d'agrément de conduite. Alors nous, on dit... C'est-à-dire qu'elle est peut-être un petit peu moins vive, un peu plus pataude. Elle a gagné en confort en revanche, mais elle a encore perdu en habitabilité aux places arrière. Et là, ça devient petit. C'était pareil que la 508 en changeant de génération. Là, la 308, il faut vraiment avoir des jambes courtes à l'arrière. Qu'est-ce qui a pris de la place sur la place des jambes des passagers arrière ? C'est le coffre qui prend davantage de place ? Le coffre est convenable. Non, ils ont mis un énorme capot avec des tout petits moteurs dedans. C'est un autre défaut. Je pourrais en parler plus tard si vous voulez. On va en parler plus tard. Non, mais en revanche, on peut saluer quand même l'effort de Peugeot et d'une manière générale du groupe PSA, j'allais dire, mais Stellantis, sur la qualité de fabrication de ces modèles. Et là, en termes de présentation, alors peut-être que mes confrères me contrediront, mais je trouve qu'il y a un vrai gap, mais hallucinant par rapport à l'ancienne génération, avec maintenant enfin une voiture technologique, des écrans du 21e siècle. On n'avait pas vu ça depuis le 20e siècle. Depuis le 20e siècle, oui. Non, mais on attendait ça depuis très longtemps chez Peugeot et notamment chez PSA, Stellantis. Et ça y est, c'est là. Alléluia, pourrait-on dire. Bon, là, vous êtes quand même séduit. Cédric Fréhour. Oui, je suis là. Oui, vous êtes là. Vous êtes d'accord ou pas ? Elle réussit 2 exploits. Le premier, elle a gagné un prix en Allemagne de la meilleure compacte. Voilà. Donc les Allemands. Et ça, c'est pas commun. Ah, ça, c'est pas commun. C'est le pays de la Golf. Ils sont chauvins comme au foot. Tout à coup, accorder un prix à la 308, c'est assez compliqué. Et elle le gagne parce que aussi, on l'a dit, elle a gagné en confort, mais c'est une formidable autoroutière. Et ce confort supplémentaire pour rouler à vive allure, parce que les Allemands aiment bien ça encore, ce sont sans doute les derniers Mohicans de la planète à le faire, ça la rend très attachante. Deuxième exploit, elle a un style qui est assez extraordinaire. La précédente 308, c'était pour beaucoup le summum, on ne pouvait pas le dépasser. Et chez Peugeot, quand il s'est agi, pardonnez-moi, de se dire, tiens, il faut réfléchir justement à cette nouvelle 308, quand on a fait un hit, c'est comme un chanteur qui doit se renouveler. Oui. C'est compliqué. Et tout le monde l'attendait au virage en disant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et là, elle arrive, elle est stylée. L'intérieur, Stanislas l'a dit, elle est truffée d'écrans et il se passe quelque chose. Et ça, c'est vachement bien à une époque où justement, le design reprend toute sa place. On a souvent l'habitude d'entendre un peu au café, ouais, toutes les voitures se ressemblent. Ça n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu autant de carrosserie, il n'y a jamais eu autant de différences. Et tout le monde se bat justement, notamment chez les designers automobiles, pour essayer d'exprimer quelque chose. Et là, avec son long capot, elle a quelque chose de très bagnole. Enfin, je veux dire, c'est qu'une berline compacte. On vous sent sous le charme, hein. Vous êtes comme les Allemands, vous êtes tombé amoureux de la Peugeot 308. J'aime un peu les voitures, sinon j'aurais changé de métier. Oui, c'est vrai, ça aurait été dommage. Mélina Priam, je vous ai vu tressaillir à l'instant. Non, je suis d'accord, elle a une vraie gueule. Ils ont vraiment soigné le design et l'intérieur, il y a vraiment une ambiance dans cette voiture.
Stanislas parlait du contenu technologique qui, effectivement, est impressionnant. Maintenant, il y a Peugeot, comme d'autres constructeurs, a des petits soucis de mise au point et de fiabilité due à la crise des semi-conducteurs. Mais au-delà de ça, elle a aussi tout simplement de beaux matériaux, un style intérieur. Il y a une ambiance. Aujourd'hui, tout le monde le dit, elle est mieux finie qu'une Golf. Donc, effectivement, la raison Golf, pour laquelle, d'ailleurs, elle a eu ce prix en Allemagne, je suppose. Notamment, la Golf ne fait plus référence. Et aujourd'hui, une 308 est largement au niveau et même un petit peu au-dessus. Et voilà, au volant, il se passe quelque chose. Et c'est assez marquant. Un petit coup de cœur. Pourtant, au volant, vous dites il se passe quelque chose. J'ai entendu quelqu'un dire que le moteur était tout petit. Non, mais c'est en fait... oui, vous avez raison. Assumez vos propos. Ah, mais j'assume complètement. Sud Radio, parlons vrai. Donc, parlons vrai, oui. C'est le problème, en fait, des constructeurs français, d'une manière générale, c'est qu'ils sont auto-centrés sur leur marché et qui disent, de toute façon, avec un litre de 110 ou 130 chevaux en essence, on est dans le cœur du marché. Oui, mais Cédric l'a dit, la voiture a été élue meilleure compacte en Allemagne. Et les Allemands, ils aiment bien des trucs, excusez-moi, mais qui envoient. Et ils roulent parfois à 200, 220 sur l'autoroute. Là, ça va être compliqué. On le rappelle qu'ils ont le droit sur certains portions. Ils ont le droit sur certaines portions. Alors, il y a un seul diesel, un essence décliné en deux puissances, 110 et 130 chevaux, je viens de le dire, et deux motorisations hybrides. Bon, c'est un peu juste. Il y aura une version électrique un peu plus tard. Ouais, c'est trop juste. C'est dommage parce que avec un tel châssis, on pourrait avoir 300 chevaux comme l'ancienne 308 GTI. Elle pourrait en avoir davantage sous le capot. Mais c'était génial, l'ancienne 308 GTI. On sait qu'il n'y en aura pas. Elle faisait 270 chevaux. Et c'était super. C'était une super voiture. À collectionner d'ailleurs. Achetez-la vite. Nostalgique de l'époque d'avant les radars. En tout cas, Stanislas Laroumet. Cédric Fréhour. Non, aujourd'hui, vous savez, il y a les fameuses zones à faible émission. Dans un certain nombre de grandes agglomérations françaises, on le rappelle d'ailleurs, vous ne pourrez bientôt plus rouler en diesel et vous ne pouvez plus rouler avec un véhicule qui a une vignette critère trop ancienne. Voilà, donc la parade, c'est effectivement d'électrifier ces motorisations, de choisir l'hybride ou le plug-in hybride et tout à coup... L'hybride rechargeable, l'hybride rechargeable et la 308 justement a deux motorisations, en tout cas deux puissances en hybride rechargeable, 180 et 225 chevaux. C'est des moteurs aujourd'hui qui sont quasiment la panacée pour celui qui veut justement s'offrir un hybride sympa. On parlait de la cible. Pour commencer le familial, mais avec des enfants en très bas âge pour que les jambes ne soient pas trop longues, c'est ce que vous disiez. Ouais, on oublie l'acheteur aujourd'hui, il a 57 ans, l'acheteur particulier, l'âge moyen, c'est très âgé. Ses enfants sont grands. Une voiture sur deux, en France, elle est immatriculée au nom de société. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui portent le marché du neuf. Et pour le marché des entreprises, d'avoir un plug-in avec un taux de CO2 très faible, l'électrification qui permet dans les ZFE d'être super, je suis hyper propre, je suis monsieur propre, mais c'est l'idéal. Donc et là, c'est un positionnement très malin sur le marché. C'est super malin. Et puis je pense que même Peugeot est en train de réfléchir pour faire des prix en location longue durée qui vont être suffisamment agressifs pour dire aux Allemands, écoutez, on est chez nous, on garde un peu le gâteau pour nous. La voiture, elle est super bien dessinée. Même ceux qui roulaient en Golf et qui jusqu'à présent disaient c'est super, toi tu roules qu'en Peugeot, moi j'ai une Golf. Là ils se disent inversement, elle est lookée. Donc elle crée la tendance. Franchement, est-ce que vous lui promettez un meilleur... Est-ce que vous... Promettre, c'est difficile, mais est-ce que vous voyez un meilleur succès que la précédente génération de 308 ? En tout cas, elle est armée comme il faut pour faire face à un marché qui est particulier. On l'avait dit avec le Covid qui perturbe un peu tout le monde, avec évidemment le marché des semi-conducteurs qui aussi paralyse un peu la production. Je vois mal comment on aurait pu faire mieux. Voilà. En tout cas, ils s'en sont bien sortis. Mélina Priam ? Oui, c'est vrai que l'hybride rechargeable, c'est, je dirais, la motorisation tendance du moment. Parce que même pour les particuliers, elle permet d'éviter le malus écolo. Le revers de la médaille, c'est que c'est une voiture qui est plus lourde qu'une essence classique. Oui. Et donc, on en revient à ce que disait Stanislas tout à l'heure. C'est aussi pour ça que la voiture a perdu un petit peu en dynamisme et en agilité. Et le deuxième point de l'hybride rechargeable, c'est que une fois qu'on a effectivement passé en revue ces avantages fiscaux pour les entreprises ou pour les particuliers, il n'a d'intérêt que si les gens l'utilisent comme il faut, c'est-à-dire s'ils rechargent leur voiture régulièrement, tous les soirs, de manière à pouvoir utiliser au maximum la voiture sur l'électrique et en ville. Parce que
Il faut que j'ai une borne, si je vous écoute, il faut que j'ai une borne pour ma 308 dans mon garage. Il faut une borne. Au pire, pour des petites batteries comme ça, la prise domestique peut suffire. Mais il faut recharger, parce que si on ne recharge pas, une fois que la batterie est vide, la voiture consomme plus qu'une voiture thermique classique. Merci à tous les trois d'être intervenus sur cet essai Sud Radio Auto, essai croisé. C'est tous les dimanches, on vous retrouvera dimanche prochain d'ailleurs sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end avec nos partenaires de Mobility TV. Je rappelle Mélina Priam de l'Autojournal, Stanislas Laroumé, journaliste automobile indépendant, et Cédric Fréhour, petite observation automobile et journaliste auto aux Échos également. Sud Radio Auto. Essai croisé. Votre rendez-vous automobile tous les dimanches désormais dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Essai croisé. Et si nous essayons ensemble le futur, un futur qui fait peur. Un hacker de 19 ans qui affirme avoir pris le contrôle de 25 Tesla dans le monde. C'est une information qui a été divulguée cette semaine. Faut-il avoir peur des piratages des voitures connectées? Pour en parler, un autre hacker, mais un hacker éthique cette fois-ci. Gaël Musquet, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Vous êtes directeur d'Alternative. Revenons d'abord sur cette information parue cette semaine. Ce jeune hacker de 19 ans qui prétend avoir été en mesure de prendre le contrôle de 25 Tesla dans le monde. D'abord, est-ce que c'est crédible ? Oui, puisqu'en fait, tous les véhicules sont connectés en permanence au serveur en fait, de Tesla. Et pas que Tesla, on a beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui ont un lien direct, permanent, entre les véhicules et leur serveur. Donc, c'est un peu une utopie qui se réalise et qui se transforme un peu en dystopie, d'avoir ce lien et cette connectivité permanente pour plein de raisons. Il faut être en ce moment encore plus vigilant à ces liens qu'il y a en permanence entre les différents équipementiers, les différents fabricants et sous-traitants en fait, de l'industrie automobile et des transports en général. Alors, voyons jusqu'où ça pourrait aller. En théorie, prendre le contrôle, c'est ce que prétend ce jeune homme de 19 ans. Est-ce que vous, si vous étiez un hacker malveillant, pendant que je conduis ma voiture connectée, vous pourriez me faire accélérer à mon insu ou me faire freiner à mon insu, m'envoyer dans un arbre ? Alors, je tiens à voir mes enfants grandir, mais on a de plus en plus effectivement de surfaces d'attaque sur les véhicules et on pense à des choses extraordinaires comme ce que vous venez de citer. On a des failles beaucoup plus simples à exploiter et qui permettent déjà de contraindre ou en tout cas de fortement influencer les conducteurs. Ça va des capteurs de pression des pneus aux clés. On a de plus en plus d'attaques qui sont malveillantes à partir de simples tags, donc de porte-clés qui sont produits par exemple par Apple pour retrouver ces clés et qui permettent aujourd'hui de voler des véhicules. Donc, c'est un travail de terrain permanent. Il faut qu'on ait à la fois des cerveaux bien faits pour construire ces véhicules. C'est ça. Mais aussi pour les démonter, donc d'où le rôle des hackers éthiques et évidemment de toutes les personnes qui travaillent dans la cybersécurité. Donc vous mettez évidemment votre savoir-faire au service notamment des conducteurs comme des constructeurs justement pour empêcher les hackers malveillants pour le coup de prendre le contrôle de ces véhicules. Ça veut dire qu'on peut s'introduire dans votre véhicule aujourd'hui sans avoir besoin d'un pied de biche, concrètement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attaques malveillantes qui sont par ruse électronique ou radioélectrique. La première attaque étant la clé, on attaque la clé, donc on va soit brouiller cette clé pour empêcher le véhicule de se fermer, soit détourner en fait ce signal, on appelle ça smart entry ou clé connectée, clé électronique pour pouvoir s'introduire en fait dans le véhicule. Sans forcer la porte. En tout Sans cas, forcer de la manière porte, physique. tout à fait, et dérober ensuite le véhicule, des ruses électroniques, ce qui permettent en fait directement, en fait, une fois qu'on est dans le véhicule, on a la possibilité de reprogrammer une clé et de faire partir évidemment ce véhicule et de le dérober. C'est le premier risque aujourd'hui, d'où le travail permanent de groupes comme Argos ou de sociétés d'assurance qui visent aujourd'hui à sécuriser les systèmes de fermeture, évidemment d'ouverture des véhicules, mais aussi les liens qu'il y a entre les constructeurs et le véhicule en permanence. Quel type de véhicule est inviolable aujourd'hui ? C'est la vieille Renault 5 de ma grand-mère, par exemple, qui n'est connectée ni d'Ève ni d'Adam ? Complètement. Je serais tenté de vous dire ça sur l'inviolabilité cyber, tout à fait. En revanche, il faut le reconnaître, on parle et les attaques sont souvent très médiatisées.
Si on a de moins en moins de morts sur nos routes, c'est aussi grâce au progrès dans l'industrie automobile, sur ces systèmes électroniques informatiques qui vont déclencher des explosifs. Ça peut faire peur comme ça, mais un airbag, c'est un explosif. Un prétenseur de ceinture de sécurité, c'est un explosif. Et tous ces systèmes aujourd'hui concourent à la sécurité routière et à la sécurité des conducteurs. Donc, n'ayons pas peur du progrès, mais apprivoisons-le, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il faut rester maître des machines. C'est un peu le rôle des hackers. On ne fait pas confiance à nos machines. C'est la première définition du hacker, c'est qu'on est on doute, nous, de ces machines, de ces technologies. Et comme on doute, on veut comprendre comment ça fonctionne, d'où l'intérêt d'être en permanence sur le terrain. J'étais encore hier chez mon garagiste pour changer les pneus d'une vieille Twingo. Voilà, je recueillais auprès de ce garagiste qui me changeait que mes pneus pourtant. Les anecdotes, les retours du terrain, c'est très important. On a prédit la mort de nos petits garagistes. Ce sont des mines inépuisables d'informations pour sécuriser nos véhicules. Et ils sont absolument en première ligne. Imaginons que moi, je vous écoute en ce moment sur Sud Radio, quelque part en France. Je ne suis pas un hacker, mais je suis un conducteur. J'ai une voiture très récente, donc j'imagine qu'elle peut être piratée. Qu'est-ce que moi, en tant que conducteur, je peux prendre comme précaution ? Alors déjà comme je disais tout à l'heure, les clés électroniques, les clés sans contact, toujours bien vérifier qu'on a bien fermé son véhicule. Parce que là, c'est la première sécurité. On peut se faire brouiller sa clé et empêcher en fait à distance. Ça m'est déjà arrivé. Ça veut dire que j'appuie sur la touche. J'appuie sur ma clé à distance pour la fermer. Si j'entends pas de bruit, il faut que j'ouvre la portière pour vérifier qu'elle est bien fermée, quoi. Exactement. Vérifier et rester auprès de son véhicule, bien s'assurer qu'il est fermé. Ça vous est arrivé, la première des sécurités en cas de brouillage, notamment des clés. Et ensuite, vous, ça vous est arrivé? Je vous ai entendu dire que ça vous était arrivé. On a brouillé vos clés. Oui, tout à fait. Sur une aire d'autoroute. Il m'est arrivé sur une voiture très simple, un petit Nemo Citroën, une voiture très très banale, mais ma clé a été brouillée. La fréquence des clés, il y a deux fréquences, il y a 433 MHz et 866. Il suffit de brouiller ces fréquences-là pour brouiller toutes les voitures pratiquement et empêcher à tous les véhicules autour de se fermer. Ça, c'est la première des règles. La deuxième, c'est sur ces clés électroniques qui permettent parfois sans contact de fermer en fait, ou juste avec le toucher, de fermer en fait la voiture. On peut aussi prendre garde, bien mettre cette clé parfois dans des espèces de porte-clés blindés, comme les cartes bleues sans contact. Mettre cette clé dans une espèce de coque métallique pour empêcher qu'elle rayonne et que ce signal soit répété par des voleurs qui voudraient l'ouvrir encore plus à distance. Ça, c'est la deuxième sécurité. Et évidemment, autant que faire se peut, et s'équiper d'une alarme et utiliser parfois les applications du constructeur pour pouvoir suivre son véhicule ou détecter des intrusions. Et se tenir au courant, ne serait-ce qu'en allant chez son garagiste, demander quelques conseils, des anecdotes aussi. Ça peut toujours servir. Merci beaucoup, Gaël Musquet. Merci à vous. Hacker éthique, je le répète, et directeur d'Alternative.